votre participation. Avant de commencer, je vais juste présenter brièvement la communauté UX Writers Montreal. Donc, c'est une communauté que j'ai créée il y a quelques semaines pour rassembler les rédacteurs, rédactrices UX et ceux et celles qui s'intéressent au sujet pour en parler, vu que c'est un domaine qui est en train de se définir. Notre mission, donc c'est ça, c'est de se rassembler, échanger, apprendre et briser l'isolement en pleine pandémie. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Le contexte pour l'événement, je ne sais pas, mais si quand on fait une recherche Google, on va trouver plusieurs définitions de c'est quoi la rédaction UX. On va trouver plusieurs termes pour définir ce rôle aussi. Il y a content design, stratégie de contenu, design de contenu, tout ça. Donc, pour mettre tout ça au clair, j'ai invité une personne qui est dans le domaine de la rédaction numérique depuis plus que 30 ans pour venir nous parler de tout ça et répondre à nos questions. Je vous présente Étienne Denis. Étienne est un stratège en contenu, un formateur et un rédacteur. Il se consacre exclusivement au contenu numérique depuis la fin des années 90, quand je suis née. Son intérêt... il s'intéresse à comment concevoir, planifier et produire des messages qui changent l'attitude et le comportement de la cible. Il a réalisé plusieurs mandats pour Autorité des marchés financiers, BDC, Institut de la statistique du Québec, Keurig, Microsoft, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Vidéotron et encore plus. Il donne aussi des formations en rédaction web et en stratégie de contenu chez Grenier Formation et directement à l'entreprise. Il enseigne aussi ces matières à l'Université de Sherbrooke. Donc, bonjour Étienne, comment ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Et toi? Ça va bien. Il a fait beau hier, ça nous a fait du bien aussi ici au Québec. Pour ceux qui ont pu prendre une journée de congé. Ah ouais. Donc, pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ton cheminement et qu'est-ce qui t'a amené à la rédaction UX? Voilà. Bon, tu as dit tantôt, là, c'est ça, 30 ans, là, pas en numérique, mais 30 ans en rédaction. Je suis un ancien journaliste scientifique. Pour faire une histoire très courte, j'ai passé du journalisme à la pige, à de la rédaction à la pige vers le milieu des années 90 et donc la rédaction web. Et depuis, effectivement, 97 à peu près, je m'intéresse uniquement à la communication de type rédaction web, donc essentiellement au contenu web. J'ai eu jusqu'à 20 quelques employés. J'ai eu plusieurs mandats, entre autres, justement, comme tu as mentionné, par exemple, Microsoft ou autre. Et il y a toujours pour moi une question de comment on améliore notre travail. Et peut-être parce que je viens d'une formation scientifique, j'étais journaliste scientifique, j'ai une formation en biologie. J'essaie de comprendre le mécanisme et j'essaie de améliorer le travail en comprenant mieux ce qu'on fait et en comprenant qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça, depuis longtemps. Et quand j'arrive avec la rédaction UX, là, dont on parle depuis à peu près 3 ans, c'est la même attitude, c'est la même chose. Dans ce cas-ci, la rédaction UX, on va souvent la restreindre à un domaine très précis, mais on va en parler beaucoup là, dans ce midi. Pour moi, la chose la plus importante, c'est on s'intéresse à notre lecteur et on mesure de façon objective qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et on l'applique. Donc, Est-ce que je suis exclusivement rédacteur UX? Non. Est-ce que j'en fais effectivement un petit peu? Je fais du coaching de rédaction UX, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les principes derrière la rédaction UX et comment ces principes-là sont, à mon sens, à moi, universels à la rédaction. Tout à fait. Je pense qu'on va en parler plus en détail aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder 4 thèmes. Donc, on va parler de l'histoire de la rédaction UX, on va parler du but de la rédaction UX, la différence entre la rédaction UX et les autres types de rédaction et comment on devient un rédacteur ou une rédactrice UX. Donc, pour commencer, on va parler en général de l'histoire, comment le UX a rejoint la rédaction. On peut remonter l'histoire très loin, mais je pense que j'ai pris quelques notes ici. Le début du UX, l'invention du mot, et non pas l'invention du concept, mais l'invention du mot et
la structuration du concept, là, c'est Donald Norman chez Apple en 93 qui s'est dit, bon, OK, ben, ce que moi je fais, c'est que je veux maximiser l'expérience utilisateur et donc il a inventé le terme. Et après ça, la révolution du web est arrivée. Et lorsque ceux qui l'ont vécu à l'époque, on parle quand même d'il y a plus que 20 ans, au début, ce qui était l'exploit, c'était juste de créer une page web. Je veux dire, qu'elle soit bonne ou pas, créer une page web est un exploit. Puis après ça, on a commencé à se dire, bon, OK, on va créer des pages web qui sont belles. Et on a commencé à s'intéresser au design des pages web. Et donc, des gens ont fait des designs qui étaient, considérant les outils, considérant la résolution, entre autres, beaux. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'on a commencé à tester les designs avec des vrais utilisateurs. Et je me rappelle, là, je ne me rappelle pas du nom de la personne, mais je me rappelle très bien son texte. Un directeur artistique qui décrit sa découverte du UX au travers d'expériences comme ça. Ils mettent un design face à la personne et là, la personne commence à interagir. Donc, elle interagit avec la page web, elle veut cliquer sur le bouton, etc. Et le gars raconte, mais quel imbécile qui ne voit pas le bouton qui est là? Il dit, c'est qui l'imbécile qu'on a choisi des utilisateurs de test qui sont juste comme niaiseux. Et le deuxième pass, c'est aussi niaiseux. Le troisième pass, c'est aussi niaiseux. Puis quelque part, entre le quatrième ou le cinquième, le designer en question se rend compte, hey, c'est peut-être moi. c'est peut-être mon design qui n'est pas bon, finalement. Et les gens de design ont eu cette révélation-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, j'aime mon design et que je le trouve beau que mon utilisateur va être capable d'interagir avec. C'est pas parce que moi, je comprends mon design qu'un utilisateur va le comprendre aussi. Il y a eu cette révélation-là, puis il y a eu une autre révélation qui est beaucoup plus culturelle, c'est-à-dire que les gens de design se sont rendus compte qu'ils étaient des exécutants, des techniciens. Les gens importants, c'est-à-dire les programmeurs, ceux qui faisaient le code, ceux qui faisaient le serveur, prenaient les décisions et après ça, lorsqu'on était rendu au design, on demandait au designer, tu peux-tu mettre de la couleur là-dessus finalement? Et que le designer était beaucoup placé dans une position de subalterne et de peu intéressante d'exécutant. Et ils se sont posé la question, et ça a duré tout le long, je dirais, des années 2010, des années 2000, plutôt 2000-2010, très approximativement. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour gagner du poids politique à l'intérieur de mon équipe? Qu'est-ce que je dois faire pour être ce qu'on appelle être invité à la table? Donc, être invité à la réunion où est-ce que les vraies décisions se prennent. Et ils se sont rendus compte que si je veux être invité à la table, il faut que j'amène de la valeur à la table. Et pour des raisons de réalisation de soi, de pouvoir personnel ou de simplement comme capacité de réaliser ses idées, ils ont commencé à penser en termes stratégiques pour amener de la valeur à cette table-là, c'est-à-dire donc pas juste d'arriver et dire « je vais faire un beau design », mais je vais faire un design qui fonctionne. Et qu'une fois que le design fonctionne, on a comme une logique complètement différente. Ils ont inventé le UX, le design UX tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis continue à s'améliorer un peu à l'intérieur de cette démarche-là. Pendant ce temps-là, les rédacteurs continuaient à vouloir faire des beaux textes. Et que je vais l'exprimer comme ça. Okay? Il y a un groupe Facebook par Éric Vigneault, Écrire comme une pro, qui est vraiment super si vous êtes des rédacteurs professionnels. C'est un groupe à aller. Éric me confiait que les posts qui ont le plus de popularité dans le groupe, ce sont les posts sur l'aspect normatif de la langue. Hein? Si vous voulez faire triper des rédacteurs, vous amenez comme la différence entre deux mots, telle règle de grammaire obscure, tel accord. Les gens trippent. Okay? La différence entre un anglicisme, c'est ça, c'est comme... Et quelque part, on s'entend, là, je veux dire, c'est pas ma préoccupation personnelle, mais j'ai aucun problème à ce que les gens trippent là-dessus. Mon problème à moi, c'est quand c'est la seule chose qui nous intéresse. Et que les rédacteurs se sont retrouvés dans la même position que les designers, mais avec 10 ans de retard. Vers 2010, les rédacteurs se sont rendus compte, hey, on est vu comme des exécutants. Il y a des grosses décisions qui se prennent, puis à la fin, un moment donné, dans le projet, tu peux-tu remplacer le lorem ipsum par du texte? Et que de ça a découlé tout ce qui est l'approche de stratégie de contenu, qui a beaucoup de points communs avec le UX. Et que donc, dans cette approche-là de stratégie de contenu, on s'est posé la question justement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et on a donc là eu une évolution, mais les gens qui ont commencé à faire de la stratégie de contenu ont comme fait moins de rédaction. Il y a comme eu une séparation. Et après ça, donc, il y a eu au travers de ça des révélations. Une des révélations, entre autres, 2007, l'iPhone.
On a donc là un produit technologique qui est simple à utiliser et qui a un succès commercial phénoménal justement parce qu'il est simple à utiliser. Tu donnes ton iPhone à ton enfant de 3 ans qui est capable d'aller chercher son application. Donnez votre laptop Windows à votre Ouais. enfant de 3 ans et il n'y a rien qui va se passer. Puis s'il se passe quelque chose, ça va être négatif. Et donc, les gens les rédacteurs ou certains rédacteurs et aussi des gens de UX se sont rendus compte, OK, on a des situations où on doit avoir une réflexion sur le texte qui dépasse de beaucoup la, entre guillemets, belle phrase, qui dépasse de beaucoup les anglicismes, etc. Et on va mesurer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Les gens de UX avaient à ce moment-là, donc, on peut dire peut-être, grosso modo, 2015, l'habitude de mesurer. Hein? On l'a vu tantôt là, dans la discussion, ceux qui étaient branchés, Jean-François, je pense, peut-être même avant que le monde se branche, c'est François qui nous dit, Jean-François Poulain, qui me dit, oui, blablabla, blablabla, et comme God UX, j'ai été le tester. Donc, en d'autres termes, j'ai mon opinion personnelle, mais mon opinion personnelle, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. On va le tester dans le réel. Et que cette idée-là de tester dans le réel, elle est fondamentale en UX, ne l'était pas en rédaction. Et on a commencé à s'intéresser à ce qui se passe quand on mesure et qu'on s'est rendu compte de plein de phénomènes. On a commencé à s'intéresser finalement aux lecteurs. Et on vient aujourd'hui avec une rédaction UX, c'est-à-dire une rédaction qui va faire l'équivalent avec du texte que tout le design fait, par exemple, du côté du UX. Et c'est toujours cette mentalité-là de on teste dans la réalité pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. À partir de ces tests-là, on se fait des règles et après ça, les règles, on les applique directement, mais toujours la mentalité de tester ce qui fonctionne. Et c'est une attitude, une vue de l'esprit, une manière d'aborder le texte complètement différente de la personne qui veut faire des belles phrases, la personne qui veut, et que la personne pour qui le principal intérêt, ce sont les règles obscures de grammaire, par exemple. Ouais. Je caricature un peu, on s'entend là-dessus. Mais selon toi, pourquoi on est en retard? Pourquoi on n'a pas adopté cette approche en Là, même temps que les designers, par exemple? euh, voici, je sais pas pourquoi, mais voici mes hypothèses, voici mes réflexions. La façon dont on a appris à écrire à l'école était très normative et on s'en est beaucoup, on s'est beaucoup valorisé avec ça. Hein, la différence entre un rédacteur professionnel et un rédacteur, quelqu'un qui sait juste écrire, le rédacteur professionnel connaît les exceptions de la grammaire, connaît les exceptions de la ponctuation ou du vocabulaire ou autre. On a eu beaucoup cette valorisation-là et le reste de l'industrie n'a jamais trouvé le contenu important. Ouais. Et nous autres mêmes ne trouvaient pas le contenu important. Et ça, entre autres, c'est un gros changement qui s'est passé avec la stratégie de contenu. Quand les gens de contenu ont commencé à avoir une pensée stratégique, l'ensemble de l'industrie a découvert que le contenu était super important. Et à ce moment-là, le contenu est devenu très, très important. Mais les rédacteurs, j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup influencé par le monde de la littérature. Et qu'on a appris à écrire dans un contexte de la littérature et quelque chose qui est bien écrit, la référence, ça va être un roman. Et il y a même genre de débat du côté de la littérature. Je m'explique, il y a plein de gens qui vont dire qu'en littérature, si j'essaie d'appliquer une méthode, j'applique une recette et mon histoire, mon roman ne va pas être bonne. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on a appris en scénarisation qui font que en littérature, avec une connaissance de comment que les gens lisent et qu'est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas dans une histoire, on va beaucoup plus loin, ce qui n'empêche pas la créativité. Mais on est encore dans cette espèce d'idée-là que je vais écrire un texte qui est bon, qui est normatif et que les gens doivent apprendre les normes et non pas, moi, adapter mon texte à mes lecteurs. Il y a un petit peu un complexe de supériorité peut-être quelque part là-dedans, parce que ça prend de l'humilité quelque part pour juste faire tester son texte et se rendre compte que finalement, non, ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Et aussi, c'est un milieu très interdisciplinaire où tu vas avoir des gens de plusieurs différents domaines qui vont venir puis devenir rédacteurs web. Oui. Donc, en littérature, moi, philosophie, Moi, sociologie, tout journalisme, ça. c'est ça, Voilà, oui. exactement. Et donc, on n'a pas une méthodologie commune pour savoir comment rédiger pour l'autre. Chacun de mon expérience avec mes collègues, je trouve que chacun va rédiger de sa manière et puis il n'y a pas de méthodologie qui va venir nous dire en fait comment écrire pour cette plateforme, pour ce médium-là. Et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on commence à s'intéresser au UX.
en ce D'une moment. certaine façon, le mot UX met l'accent sur la bonne chose, c'est-à-dire que le mot UX, c'est User Experience. Donc, je vais mettre l'accent sur mon lecteur. De Mm. façon traditionnelle, en rédaction, ce n'était pas tellement comment que mon texte va être lu et qu'est-ce que mon lecteur a besoin de Ouais. lire, mais beaucoup plus qu'est-ce que moi, j'ai besoin d'exprimer. Hein, l'entreprise va mettre de l'avant son produit en montrant ses avantages, etc., etc., sans se préoccuper de c'est quoi vraiment le besoin du client, le besoin du lecteur et qu'est-ce qu'on doit lui dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas lui dire. Et cette mentalité-là, finalement, de la rédaction était très égocentrique, c'est-à-dire très axée sur l'émission, sur le rédacteur et Mm. peu sur la lecture. Alors en rédaction UX, il n'y a personne qui essaie de faire du style, il n'y a personne qui essaie, entre guillemets, de bien écrire. Mm. On essaie juste d'écrire en fonction de notre lecteur et donc d'écrire un texte qui va être efficace, que le Compris. lecteur va comprendre, qui va permettre au lecteur de réaliser sa tâche, et c'est très axé sur le lecteur. Et Donc, ça, c'est un changement. tout à fait. Et donc, ça nous amène aussi à se demander quel est le but de la rédaction UX. Pourquoi euh, on rédige pour l'autre et pas pour nous, c'est ça. Pourquoi le but de la rédaction UX? J'ai amené une question qui est un petit peu euh, provocatrice lorsque je dis pourquoi le but de la rédaction UX n'est pas d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Ce qui est un petit peu, ce qui peut sembler a priori en contradiction avec ce que je viens de dire. Et là, je vais juste vous partager un écran rapidement. J'ai comme plein de diapos ici, mais c'était cette diapo-là que je veux amener. Hein? On s'entend que Amazon a, au niveau rédaction UX, des budgets hallucinants et ils mettent un effort énorme sur leur interface et toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour maximiser leur vente. Et dans ce contexte-là, à partir du moment où j'ai ajouté quelque chose à mon panier et que je suis en train d'acheter, le menu du haut arrête d'être navigable. Et ça, ici, quand je fais ça, je ne suis pas en train d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Je suis en train de maximiser mes ventes. Ouais. La nuance, je vais la mettre comme ça ici. Le but de la rédaction UX est de maximiser la valeur pour l'entreprise ou pour l'organisation. Okay? Mon but n'est pas d'avoir la meilleure expérience utilisateur parce que de temps en temps, entre la conversion dans un processus de vente ou bien la meilleure expérience utilisateur, je vais favoriser la conversion. L'expérience utilisateur est un moyen. Et en d'autres termes, la très grande majorité des fois, le meilleur moyen d'avoir le meilleur taux de conversion, d'amener la meilleure valeur, le moyen va être la meilleure expérience utilisateur. Mm. Et je dirais que c'est que dans 99-98%, enfin, peu importe le vrai chiffre, la très grande majorité des cas. Je fais quand même une différence pour la raison suivante. C'est que je cherche une vision unifiée de la rédaction et non pas une vision qui est séparée. Pour un rédacteur UX, dire que je dois amener de la valeur et que la manière d'amener de la valeur, c'est une bonne expérience utilisateur, c'est la même chose que la personne qui se dit, moi, mon job comme rédacteur UX, c'est d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Pour le rédacteur UX, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on recule de 2 pas et on élargit un petit peu, et que je me dis que la façon, que mon but comme rédacteur, et non pas comme rédacteur UX, mais comme rédacteur de façon générale, rédacteur web, comme on souvent dit, c'est d'amener de la valeur, eh bien, là, je vais me dire, OK, c'est pas donc de juste d'exprimer, mais c'est d'avoir un effet sur un lecteur. Si je veux avoir un effet sur le lecteur, je vais prendre toute la méthode qu'on a vue en UX et toute l'approche qu'on a vue en UX et je vais l'élargir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et que donc, quand je vais écrire un article de blog, si j'ai des préoccupations UX, ça va être la meilleure façon dont j'amène la valeur. Et que ça, il y en a plusieurs. Puis ça, je reviens avec mon partage d'écran, si vous permettez. Je vais donner des exemples de rédaction web qui sont dans les faits de la rédaction UX. Ceci est une page de catégorie du ministère du Revenu. Donc, à propos, et là, on a mes différentes sections. Cette page-là, au niveau du français, au niveau de la rédaction
traditionnelle, elle est correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, l'information est claire, et que finalement, c'est une page de qualité quand on regarde ça selon des anciens critères. Si je le regarde selon des critères UX, c'est nul. Hein? Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive pour balayer, consulter cette sous-section, ça ne me dit strictement rien, je l'avais déjà compris. Consulter, 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 j'ai un effet de répétition. Et que finalement, quand vient le temps de guider la personne, si dans cette page-là, j'avais appliqué les règles UX, j'aurais écrit un texte complètement différent, probablement beaucoup, beaucoup moins de mots, ça dit en passant. Je n'aurais pas commencé par une instruction de genre consulter cette sous-section alors que tout le monde a compris que si je clique sur le lien, ça va permettre de consulter cette sous-section. Et que les règles de rédaction UX ici vont me permettre d'écrire un meilleur texte. Je vais prendre un autre exemple ici. C'est un communiqué de presse. On est le réseau de transport de Québec, un communiqué de presse, et que je lis ici la même chose dans mon début de texte. Hein, dans le cadre du budget 2019, si vous voulez dire à un lecteur, attention, le texte qui suit va être plate et non pertinent, commencez par dans le cadre du budget 2019. Et que donc là, ici, encore une fois, en rédaction UX, je vais m'intéresser à comment que la personne commence à lire, quels sont les premiers mots, quand est-ce qu'elle va décrocher, pas décrocher. Vraiment sur des messages très, très courts, quand je l'applique à cette règle-là ici, je me rends compte que le lecteur risque de juste lire dans le cadre du budget 2019, arrêter de lire et s'en aller. Les principes de rédaction UX s'appliquent dans un communiqué de presse. Les 6 premiers mots sont une zone que je vais définir une pertinence. Je vais même l'appliquer ici, le même principe. Ça, c'est un exemple réel. C'est un exemple que j'utilise beaucoup dans mes formations. Je faisais une recherche sur les nouveaux articles publiés depuis un mois en rédaction UX, comme je fais régulièrement. Donc, je demande à Google, sors-moi les UX Writing Best Practice, mais seulement les articles qui ont été publiés depuis un mois, par exemple. J'arrive sur cette page-là, OK, non, ça n'a pas l'air intéressant, je reviens. Et quand je regarde pourquoi ça n'a pas l'air intéressant, c'est que voici les mots que j'ai lus. J'ai couvert en gris les mots que je n'ai pas lus. Et que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que for practical expert tips, j'ai compris, je n'ai pas besoin de lire. Et ça ici, en bas, la première ligne, c'est un gros cliché, j'ai juste cliqué sur back. On a ici, donc, une attitude UX, une approche UX, un test utilisateur. J'ai fait un test utilisateur avec moi-même ici. Ce n'est pas l'idéal, mais le gros avantage, c'est que je suis toujours disponible pour mes propres tests utilisateurs, comment moi je lis, et que j'arrive à la conclusion que ma page, qui pourtant n'est pas UX, un article de blog, se plante à cause de principes UX qui n'ont pas été appliqués. Et donc, on a les rédacteurs de blog, donc rédacteurs web, on ne peut plus traditionnels, ont un intérêt majeur à comprendre l'attitude de la rédaction UX et de comprendre les données et ce qu'on a appris en rédaction UX et de l'appliquer dans quelque chose de beaucoup plus large que la rédaction UX. Toujours avec cette idée-là que mon but est d'amener de la valeur à mon employeur, à mon organisation, à mon client, et que le UX est une façon d'amener de la valeur. C'est ça, ça fait partie de notre boîte à outils. Oui, oui. Très bien dit. Et là, on a parlé d'articles de blog, de rédacteur web. Dans ce cas, quelle serait la différence entre un rédacteur web, un rédacteur UX, il y a aussi copywriter ou la rédaction marketing, rédaction CX aussi, et etc. SEO. OK, oui, la rédaction SEO. OK. Techniquement, rédaction UX, si je veux prendre une définition stricte, c'est justement un rédacteur qui vise à maximiser l'expérience dans un processus de type formulaire, instruction. Souvent, on va dire les rédacteurs UX ne sont pas là pour faire du marketing, ne sont pas là pour vendre, sont là pour juste s'assurer que la personne puisse utiliser mon produit, mon service, mon application, etc. Alors que la rédaction CX, donc Customer, je ne suis pas sûr que c'est un terme qui va coller, là, mais c'est un terme qu'on entend un peu depuis un an, va être au contraire, non, je veux transformer la personne en client, donc je veux la convaincre. Je ne veux pas qu'elle utilise mon produit, je veux juste qu'elle convainque qu'elle l'achète. Donc, dans cette vision-là, tant que la personne n'a pas acheté, c'est de la rédaction marketing, on peut appeler ça de la rédaction web, on peut appeler ça du copywriting. À partir du moment que la personne a acheté et veut juste l'utiliser, c'est de la rédaction UX. Je trouve personnellement cette
séparation-là artificielle. On l'a parlé un peu tantôt, les principes de rédaction UX s'appliquent très bien à rédaction web. Mais la meilleure manière de vendre un produit, c'est d'avoir des utilisateurs heureux. En Mm. d'autres termes, la meilleure manière de vendre un produit, en tout cas, très souvent, dans beaucoup de cas, une des très bonnes manières de vendre un produit, c'est d'avoir un UX. Et donc d'avoir un très bon UX. Et donc, si je veux vendre mon produit, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup investir en rédaction UX pour que les gens aient une belle expérience. Si je veux avoir, par exemple, on l'a vu tantôt, même des approches très haut dans le funnel, je vais vouloir avoir des principes de rédaction UX. Le call to action que je vais faire à la fin de mon article de blog, on est dans du pur rédaction UX. Mm. Et pour moi, donc, cette séparation-là, elle est un peu artificielle, bien que dans une équipe, je conçois très bien que j'ai une équipe, par exemple, qui va s'intéresser aux interfaces de type formulaire, etc. Et je vais avoir d'autres personnes qui vont s'intéresser plus articles de blog ou autre. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une rédaction et on a tous à apprendre là-dedans. Quand je fais une recherche sur Google, c'est quelle est la différence entre une rédaction UX et une rédaction web? Mm. Systématique. 100% des articles que j'ai lus ne font pas la différence entre le UX et les rédactions web. Ils Mm. font la différence entre une bonne rédaction UX et une mauvaise rédaction web. Et toutes les caractéristiques qu'on va me dire, ah, mais voici des caractéristiques exclusives de la rédaction UX. Non, ce n'est pas exclusif de la rédaction UX. En UX, on sait que c'est important, puis en rédaction web, quand on fait mal notre rédaction web, on ne se rend pas compte que c'est important. Je donne un exemple. On va me dire, OK, en rédaction UX, on doit tenir compte de la voix de l'entreprise. Vrai. C'est encore plus important en rédaction web. Mm. Rédaction UX, je dois tenir compte de la façon dont mon lecteur va balayer la page et interagir au niveau très ergonomique. Même chose en rédaction web. Je vais m'intéresser. Et tous ces éléments-là, finalement, qu'on va dire c'est super important en rédaction web, sont extrêmement importants en rédaction, l'ensemble de la rédaction. Il va y avoir des petites différences, par exemple, habituellement, et là je dis bien habituellement, mais pas toujours, habituellement en rédaction UX, le SEO n'est pas un enjeu. Ou souvent, en tout cas, ça arrive très souvent. La Ouais. personne s'est déjà inscrite, la page, mon formulaire n'est même pas accessible par Google. Et je vais avoir certaines petites caractéristiques, mais le tronc commun, je dirais qu'il est 80% commun en rédaction. Et je sais que je martèle le même message, mais mon Dieu, que les rédacteurs web ont intérêt à s'intéresser, doivent s'intéresser à la rédaction UX parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et je pense aussi que les gens, même qui sont très au niveau rédaction, très rédaction UX, peuvent aussi s'intéresser évidemment aux aspects normatifs de la langue, c'est assez évident, mais aussi toutes les questions de la voix de l'entreprise et ce que moi j'appelle la texture d'un texte, donc l'effet que ça va nous faire. Qui est très fort du côté, par exemple, du côté des blogs ou du côté de la Mm. rédaction de façon générale. Ouais, tout à fait. Puis, ouais, parce que moi, j'ai l'impression de mes lectures, mais moi, je lis beaucoup des articles en anglais surtout, et il y a Mhm. souvent la distinction entre copywriting qui est plus rattaché au marketing et la rédaction UX qui est rattachée à l'expérience utilisateur. Et Oui, la critique qui est souvent faite, c'est que le marketing ne va pas, par exemple, prendre en considération comment le message est reçu, l'expérience de l'utilisateur dans le sens où on va avoir un message affiché quelque part, puis la personne est pas intéressée de voir ce message à ce moment-là. oui. Et alors, je pense, je ne sais pas si copywriting, ce sera l'équivalent de rédaction web en Souvent, français. souvent, on va le donner comme équivalent. Dans l'exemple que tu viens de donner, c'est un très bon exemple de bonne rédaction UX versus une mauvaise rédaction web, mauvaise rédaction marketing. Si Hum, j'ai à faire un message publicitaire purement marketing, si j'ai à faire un article de blog purement marketing, je dois m'intéresser à la façon dont le message va être reçu. Je tout dois à fait. m'intéresser au contexte. Je dois m'intéresser à tous ces éléments-là qui sont super importants en Hum, UX et que si je ne m'y intéresse pas, mon article de blog, peut-être que mon article de blog il va être, entre guillemets, bien écrit, ouais. mais il va être moins efficace. C'est ça, parce que ce soit qu'on dise web ou UX, c'est genre faire appel à la plateforme, au médium. C'est comme McLuhan a dit, The medium is the message. Puis rappeler que le médium, genre dans lequel on écrit, est important, puis notre contenu doit être adapté à ce médium-là, parce que
En ce moment, j'ai l'impression qu'on rédige des informations qui flottent dans l'univers, puis après, on ne trouve pas une logique cohérente pour designer le contenu, si on peut dire. Oui. Il y a la rédaction par rapport au médium, puis tu as raison que c'est beaucoup de gens pensent comme ça, beaucoup de gens amènent ça comme ça. J'essaie, moi, de le voir au-delà du médium. Ce qui m'intéresse, c'est mon lecteur. Hum, Et que d'une certaine façon, je n'ai pas de preuves scientifiques de ce que je vais dire, mais euh, la lecture d'un dépliant que je trouve dans ma boîte aux lettres ou la lecture d'une page web sur laquelle j'ai cliqué, un courriel ou peu importe, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Et que si j'avais à concevoir aujourd'hui un dépliant imprimé, hum. j'utiliserais tout ce que je sais en rédaction UX ou tout ce que je sais en rédaction web. C'est le même cerveau. Et moi, Ouais, ce qui m'intéresse, c'est la personne à qui je m'adresse, c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi qu'elle a besoin, c'est quoi qu'elle ne veut pas, et quel est le processus dans lequel elle est. Mon article de blog, qu'est-ce qu'elle a lu avant, qu'est-ce qu'elle a lu après, qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi qu'elle a lu mon article de blog, c'est hum, quoi le problème qu'elle essaie de régler en lisant mon article de blog, qui sont des enjeux que souvent en rédaction web, on met un petit peu de côté et qui sont centrales en rédaction UX. Euh, hum. mais Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est mais vraiment mon lecteur. c'est tout à fait. Et je pense, quand je parle du médium, c'est surtout l'implication du médium sur notre façon de rédiger. Comme par exemple, quand je vois des images et il y a un lien dedans. C'est comme, on ne peut pas cliquer Oui, sur. Donc, le médium, dans ce sens, est important pour le lecteur aussi. oui. Ou, par exemple, une page avec plein de liens, puis tu ne sais pas où cliquer, tu ne sais pas à quoi ça sert les liens. Donc, je pense qu'on doit s'intéresser aux deux, genre les lecteurs et aussi le médium, donc s'intéresser au design en tant que tel. Juste un commentaire, il y a des gens qui ont des discussions dans le chat en Ouais, parallèle. je regarde ici. Vous m'excuserez de ne pas être capable de parler et de lire en même temps, mais juste réagir à un commentaire. Chaque personne d'une chaîne de production a intérêt à intégrer un état d'esprit UX. Oui, 100%. Quand je lis ce genre de choses-là, j'ai le goût de monter sur ma chaise, sortir les pompons et jouer aux cheerleaders. Euh, Pas juste dans la chaîne de production, en haut de la chaîne de production. Hmm, Toute personne dans l'entreprise qui a un impact sur les clients devrait avoir un esprit UX et ça remonte jusqu'au design du produit lui-même, donc la matière brute que l'entreprise fait. Et là, je dis, OK, toute personne qui a un impact sur le client, mais toute personne finalement, parce que si j'ai à travailler au niveau de la comptabilité et que j'interagis avec d'autres employés, je dois avoir une approche UX dans mes communications avec les autres employés, les autres collègues. Et que donc, finalement, toute personne qui communique devrait avoir une mentalité UX. Et que finalement, c'est beaucoup plus large que juste un texte. Ça va dans tout. Et que c'est d'une certaine façon, la manière que je vois ça, c'est collectivement, on devient plus intelligent parce qu'on apprend des nouvelles choses. La rédaction UX a été comme un fer de lance qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et qui va continuer à nous apprendre beaucoup de choses. Et ces choses-là peuvent être évidemment appliquées en rédaction UX, mais peuvent être appliquées en rédaction de façon générale, peuvent être appliquées. Je veux dire, j'utilise constamment des principes de rédaction UX quand j'écris mes courriels, par exemple. hmm. Et que j'ai l'impression que ça me fait des courriels qui sont plus simples à utiliser, plus efficaces et que mon interlocuteur va plus faire ce que j'ai le goût qu'il fasse avec mon courriel, simplement parce que j'ai utilisé une approche UX. Et si j'avais à faire de la conception de produits, chose que je ne fais pas, mais j'aurais évidemment une préoccupation UX. Je pense que l'iPhone est un bon exemple de ça. Ils ont eu un gain majeur au niveau d'un nouveau produit et ils ont changé un marché parce qu'au niveau de la conception du produit, ils ont pensé UX. Hmm, tout à fait. Euh, J'essaie de lire les commentaires en même temps. Euh, Comme ça, je t'ai mis 2 questions dans ton Slack. Dans mon Slack, ok, super. Les autres, c'est des commentaires dans la conversation. Ouais. Euh, mais là, on a parlé de plusieurs. Je vais regarder les questions pour la période des questions Oui. après. Là, on a parlé des outils dont on a besoin pour la rédaction. Excusez-moi, il y a mon Slack qui est ouvert d'un coup. Donc, on a parlé de plusieurs outils. Donc, il y a le UX, le SEO, le marketing, tout ça. Mhm. Donc, comment on devient
rédacteur web? Est-ce qu'on a besoin de web ou UX? Est-ce qu'on a besoin de tout apprendre d'un coup? Le design, la rédaction? Non, on n'a pas besoin de tout apprendre d'un coup parce que, ne serait-ce entre autres que plein de gens font ce travail-là, ils font quand même un bon travail, même s'ils ne savent pas tout. Je pense à la base, il faut savoir écrire. Là. Donc, autant personnellement, je ne m'intéresse pas au côté normatif de la langue, mais c'est quand même important d'être capable d'écrire sans faute. Ça, c'est une chose, être capable de comprendre là, donc, les structures de grammaire ou autre. Et pour moi, c'est pas écrire sans faute pour écrire sans faute, mais c'est juste écrire sans faute pour avoir une belle expérience utilisateur. La raison pour laquelle je ne veux pas écrire avec des fautes, c'est parce que pour certains utilisateurs, ça les bloque dans leur lecture. C'est ça crée un sentiment désagréable. La grammaire est importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être bien compris. Hein, on ne respecte pas les règles de grammaire pour respecter les règles de grammaire. On respecte les règles de grammaire pour avoir des phrases qui vont être bien comprises. Je pense que la personne donc, qui sait déjà écrire et qui veut se relancer en rédaction UX, ce que je dirais, moi, là-dessus, il y a quelques livres, il y a on peut beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à apprendre sur le web. Il y a des formations, j'en donne évidemment, d'autres en donnent aussi. Et je pense là-dessus, c'est quelqu'un qui veut devenir rédacteur UX, non, n'a pas besoin de tout savoir, mais doit connaître les bases. Donc, j'irais, oui, au moins minimum lire un livre, au moins faire une recherche à fond sur Internet, peut-être suivre une formation aussi. Mais c'est surtout la mentalité. C'est-à-dire, je n'écris pas pour m'exprimer, je n'écris pas en fonction de ce que j'ai besoin de dire, mais j'écris en fonction de ce que mon lecteur a besoin de lire, et ça pour l'influencer et le faire faire ce que lui, il veut. Donc concrètement, j'ai mentionné des livres, là, j'en ai gardé juste deux que je vais vous montrer rapidement, dont je recommande la lecture. Donc, on parle de Strategic Writing for UX chez O'Reilly. Et celui-là ici, qui est probablement même encore plus Microcopy, plus connu, Microcopy Complete Guide. J'ai bien compris, maintenant, il est disponible en je ne sais pas trop combien de langues. Il est disponible en français. Oui, c'est ça. Il est disponible en français aussi, là, mais moi, je l'ai lu en version originale anglaise, mais je pense que la version originale est en yiddish. Et donc, genre, la personne qui veut commencer à en faire, si elle sait bien écrire, si elle sait déjà écrire là, avec un niveau professionnel, lecture de ces livres-là, peut-être une formation, certainement une recherche sur Internet ou autre, et on se lance dans le bain et on le fait et on a l'attitude de toujours vouloir s'améliorer. Et oui, ça va fonctionner. C'est super. Là, il y a des gens, surtout Writing is Designing and Content Design. Content Design. Writing is Designing, oui. Et un beau petit livre, là, je veux dire, c'est tout petit, ça se lit bien. Voilà. Merci beaucoup. En yiddish ou en hébreu, oui. Donc, on a des questions. On peut passer à la période des questions. Merci beaucoup, Étienne, pour cette belle discussion en passant. Donc, il y a Sabrina, elle pose une question. Dans un article de blog, est-ce que la rédaction UX serait une sorte de rédaction persuasive ou copywriting? Si j'écris un article de blog, je ne fais pas de la rédaction UX, je fais de la rédaction web, si on peut le voir là-dessus. Dans ça, ça va être le rédacteur UX, il va faire un article de blog, va être beaucoup plus sensible à comment le lecteur va lire et donc à des choses comme tu sais, je vais dire, avant de donner une instruction à l'intérieur de mon article de blog, par exemple, je vais dire pourquoi l'instruction avant de donner l'instruction comme telle. Mais je ne suis pas sûr que je comprends le sens de la question. Peut-être qu'il faudrait simplement la préciser. Sabrina, tu veux développer un peu la question? En attendant, je passe à la deuxième question. Donc, Loïc, un débat proposé. Comme le disait un de mes anciens boss designers, une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir n'est pas une chaise, mais un objet décoratif. C'est ce qui fait la différence entre l'art et le design. Pour la rédaction, on peut appliquer cette logique. Un texte qui ne sert à rien pour l'utilisateur ou qui n'est pas compréhensible, ce n'est pas un texte informatif, mais de l'art textuel. Dans le cas du design et même du pas de l'art. texte, on ne devrait peut-être pas avoir besoin de rajouter la notion de UX. Ça va de soi. Votre avis?
Oui, cette idée-là de ne pas, qu'on ne devrait pas avoir besoin de la notion de UX, je suis d'accord avec ça. En d'autres termes, presque toute la rédaction devrait être UX. Je dis presque tout, c'est que si j'écris un roman pour le plaisir d'écrire un roman et non pas pour que ce roman-là soit lu, je n'ai pas besoin de UX. Là, je suis en train de m'exprimer. Et qu'on pourrait donc avoir de la création artistique comme ça. Mais à partir du moment où est-ce que je travaille en communication, à partir du moment où est-ce que je veux concevoir un message, l'envoyer à quelqu'un et que cette personne-là reçoive le message et fasse quelque chose avec mon message, oui, le UX est super important. Tout à fait. J'ai vu passer une question aussi par rapport à la rédaction inclusive. Oui, Et, je passe à ça aussi, ouais. et je vais marcher sur des œufs un petit peu. C'est ce que je reproche à la rédaction inclusive, c'est que c'est au niveau du UX, c'est plus difficile. Et que là, mon seul point par rapport à la rédaction UX, c'est qu'on doit en tenir compte. Si je décide que oui, je vais écrire de façon inclusive et inclusive selon telle ou telle norme, en étant consciente que mon texte, dans certains cas, va être un peu plus difficile à lire, un peu plus difficile à comprendre et que c'est un choix de valeur, aucun problème. Là où je ne veux pas, par contre, c'est que si on arrive dans certains types de rédaction inclusive qui sont plus difficiles à lire et qu'on dit non, on nie le problème. Personnellement, une des choses que moi je fais beaucoup, c'est et c'est pas vraiment la rédaction inclusive, là, mais c'est plus un point de vue inclusif. Je vais le plus souvent possible finimiser mes termes, tout simplement. Ouais. Dans mes formations, souvent, je ne vais pas parler du lecteur ou je vais parler de la lectrice, je ne vais pas parler du rédacteur, je vais parler de la rédactrice parce que je suis un peu dérangé par cette idée-là que le masculin soit toujours par défaut et qu'on fasse semblant qu'on est dans un monde d'hommes et qu'on va juste mentionner quand c'est des femmes. Alors, surtout en rédaction, où est-ce que ça devrait être carrément l'inverse? Je veux dire, c'est un monde de femmes, on devrait mentionner quand c'est des hommes. Mais peu importe la solution, mais c'est un des enjeux c'est que si on change le type de rédaction, ça va avoir aussi un impact, dans certaines circonstances, un impact sur la lecture, et ça, c'est un enjeu. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas faire de rédaction inclusive, etc., etc. Je suis juste en train de dire que c'est un enjeu, ça doit compter dans la balance, et puis après ça, c'est une question de choix, une question de priorité. Tout à fait. Je vais intervenir, moi, vu que c'est un peu ma spécialité aussi. Donc, j'ai 2 commentaires sur le sujet. Je pense, d'abord, on devrait faire la distinction entre la féminisation et la rédaction inclusive Oui. parce que la rédaction inclusive, c'est plus large. Puis je trouve qu'une bonne rédaction inclusive est à la base inclusive. Donc, ça va venir rassembler les gens puis rendre la chose plus agréable pour eux. Donc, on prend en considération, par exemple, les personnes je ne vais pas dire d'une classe sociale, mais qui ne sont pas, par exemple, allées à l'université. Et là, du coup, je vais écrire de façon que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et je vais éviter l'usage de certains termes pour que ce soit accessible. Comme par exemple, je prends le design system de Adobe, ils vont parler de écrivez comme si vous êtes en train d'écrire à un étudiant secondaire. Donc, pour moi, ça, c'est inclusif en soi parce qu'on est en train de rendre quelque chose accessible pour tous. Oui. Donc, pas besoin d'aller à l'université en littérature pour comprendre mon texte. Et puis, 2, je pense qu'on peut parler aussi de design inclusif pour rendre le texte inclusif, qui peut faciliter la chose en cas de féminisation, comme par exemple sur le web, le texte est interactif. Donc, pourquoi ne pas créer des moyens où le texte va bouger et rouler, par exemple, et là, on va parler rédacteur, puis ça va rouler, puis ça va être rédactrice. Comme ça sera plus simple et plus cute, puis on peut intégrer la féminisation d'un texte en même temps. Je ne sais pas, j'ouvre le débat, puis voilà. Je trouvais intéressant l'exemple que tu donnes sur une définition plus large de l'inclusion, donc pas juste en faire une question de genre, mais en faire aussi une question de scolarité ou autre. Une des choses que je trouve vraiment le fun en rédaction UX, c'est qu'on s'est rendu compte que même les gens qui ont un très haut niveau de littératie préfèrent des textes clairs, simples, concrets. Ah, c'est clair. Et que la réponse à oui, mais mes lecteurs sont capables de lire ce niveau de langage-là, vrai, sont capables. Est-ce que ça leur tente?
Et est-ce que tu aurais un meilleur résultat si simplement tu avais un texte plus clair, plus simple? En d'autres termes, même quelqu'un comme moi qui travaille en rédaction depuis 3 décennies, qui enseigne les rédactions, qui a comme un hobby, je suis en train d'écrire un roman comme hobby, quand je me magasine une paire de souliers de course, je ne veux pas avoir des phrases de 4 lignes, 5 lignes. Je veux avoir quelque chose de clair, simple, concret, que je vais être capable de lire et comprendre, peu importe mon niveau de fatigue, peu importe mon intérêt, et que finalement, en rédaction UX, on va apprendre ça, que même des gens qui ont un très haut niveau de littératie, habituellement, préfèrent des textes clairs, simples et concrets. Tout à fait. Donc, ça me fait penser, par exemple, en philosophie, on préfère toujours la philosophie anglophone parce que c'est plus clair, tu as les steps, alors que si tu lis Kant, les Allemands, tu vas, tu vas pas trop triper. Je vais regarder les questions. Je pas oublié. Les personnes non binaires, tout à fait. Exactement. Et il y a aussi, là, je m'intéresse beaucoup à l'humour, à savoir si, par exemple, pour les personnes autistes, est-ce qu'ils comprennent l'humour? Parce qu'en marketing, par exemple, on met en avant l'humour. Donc, je me demande aussi au niveau d'accessibilité, est-ce que l'humour est accessible pour tous aussi? Guillaume, tu nommes par exemple les autismes, c'est un enjeu, ça, d'accessibilité qui est majeur. J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui est autiste et qui visiblement se connaissait aussi en rédaction. C'est une discussion sur le web, donc je connais pas son background ou autre. Mais elle réagissait avec un commentaire que j'amenais comme de quoi que nos textes doivent être, on doit expliquer les choses de façon concrète. Et que souvent, un exemple va être beaucoup plus explicatif que le concept intellectuel, le concept abstrait. Cette personne-là m'a répondu que moi, comme autiste, l'exemple concret ne me parle absolument pas et le concept abstrait me parle, je comprends. Et là, pour moi, ça, comme rédacteur, ça me place dans un dilemme et qu'il n'y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce que je fais si j'ai 99% de mes lecteurs qui vont mieux comprendre un certain type de texte et qu'à côté de ça, j'ai 1% de mes lecteurs qui vont comprendre quelque chose, qui vont se sentir exclus ou bien qui, dans les faits, vont être exclus. Et là, il y a un équilibre à trouver là-dessus et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Comme par exemple, quelqu'un tantôt qui disait quelqu'un qui n'est pas binaire au niveau des genres. En tout cas, je pense que c'est comme ça, c'était le sens. C'est le même enjeu. Et de trouver une façon pour inclure les gens qui ne sont pas binaires dans un texte et d'avoir un texte qui va respecter les autres règles de rédaction, c'est un défi. Et là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un défi qu'on doit relever. Je suis juste en train de dire que c'est un peu plus compliqué que simplement utiliser un langage qui est neutre pour les personnes binaires, donc un langage non binaire. Si ça rend mon texte plus difficile à lire, dans un contexte où il y a grosso modo 40% des gens, là je dis les gens au Québec, là, mais c'est comme ça partout ailleurs. Là, au Québec même, on est meilleur, on a une meilleure littératie que dans le reste du monde de la francophonie, mais il y a 40% des gens qui ont énormément de difficulté à lire et utiliser un texte. Et est-ce qu'on est en train, des fois, d'exclure ces gens-là? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai des questions. Et moi, je vais me battre pour qu'on se pose des questions, peu importe après ça quelle est la décision qui va avoir été prise. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille là-dessus avec les designers parce que on pense à la rédaction inclusive en termes de texte, un bloc qui va être lu, mais je pense en termes de sur une plateforme interactive, on peut créer des moyens pour que ça ne nuise pas à l'expérience et qu'on puisse créer des expériences inclusives en même temps. Oui. Mais c'est un autre sujet. Donc, il est 12h56. Je vais, Déjà? oui, donc on va finaliser un peu pour que les gens puissent aller travailler aussi. Mais les gens sont en train de travailler, les gens C'est sont ça. en train d'avoir une discussion professionnelle, en vrai dire plusieurs. La discussion qui se passe dans le chat Oui, on est peut toute seule. continuer. On peut continuer la discussion sur le Slack si vous voulez, le Slack de UX Montreal. Je ne sais pas si tout le monde est là-dedans. Je vais partager le lien aussi. Voilà. Mais
terminer, j'aimerais bien te remercier, Étienne, pour cette belle discussion, très enrichissante, puis qui nous laisse avec plein de belles réflexions. J'espère qu'elle va vous laisser plein de belles réflexions. Wow. Je peux juste rajouter quelque chose, Oui, un 30 secondes de service public puis d'autopromotion. Pour ceux qui s'intéressent, je donne une formation en rédaction, justement, parce qu'on va parler de rédaction web, UX et SEO chez Grenier. Ça se passe demain. Et tantôt, quand j'ai vérifié, il restait encore au moins 2 places disponibles. Donc, vous tapez Grenier Formation dans Google, vous allez rapidement tomber là-dessus pour ceux que ça intéresse. Sinon, moi, je vais prendre le temps tantôt de lire en détail les commentaires ou autres dans le chat. Je suis sûr qu'il y a des réflexions, discussions qui ont été super intéressantes. je viens... Oui, pardon. Et puis le groupe de rédaction UX sur Slack, super initiative. C'est vraiment cool. Merci. C'est vraiment utile. Je trouve ça bon. C'est comme wow. Merci. Où on te rejoint, Étienne? Pour me rejoindre, tapez Étienne Denis dans Google, vous allez me rejoindre rapidement. Sinon, au niveau professionnel, le nom de l'agence, le nom de l'entreprise, 90 degrés. Je viens de partager le lien okay. de 90 degrés dans le chat aussi. Donc, c'est une bonne façon de me rejoindre. Je suis aussi très présent sur Facebook, encore une fois, / Étienne Denis, tout simplement. Bien que sur Facebook, je ne parle pas juste de rédaction, évidemment, là, comme je parle beaucoup de politique sociale et autre chose. Allez pas voir mon Facebook, là, c'est un peu extrémiste des fois. OK, moi, je vais aller voir ça, là. Super. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Oui, j'ai une annonce. Le prochain event, ça a été confirmé. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir partager. Je vais le partager dans le Slack puis sur notre page LinkedIn et Twitter. Donc, le prochain event, comment intégrer la rédaction inclusive, ce sera le cas de Ulule qui vont nous présenter comment ils ont réussi à intégrer, comment ils sont en train d'intégrer la rédaction UX dans leurs produits. Donc, ce sera le 8 mars pour fêter la Journée internationale des droits des femmes en beauté. Donc, ne manquez pas ça.